Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là. On est toujours heureux de vous voir nombreux à ces rendez-vous de l'Unipop. Je pense que ce soir, c'est le signe aussi que beaucoup avaient déjà eu le plaisir d'entendre notre invité l'année dernière pour une formidable conférence, puisque donc j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la deuxième fois à l'Unipop Elisabeth de Fédot. Je vous en prie. Qui est venue en total look Schiaparelli, comme vous pouvez le voir presque. Voilà, qui a très gentiment accepté de revenir nous voir après sa première participation l'année dernière. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler que Elisabeth est historienne. Elle travaille particulièrement sur le monde des parfums et elle nous avait proposé donc un passionnant voyage dans cette histoire du parfum qu'elle connaît très bien puisqu'elle a publié beaucoup de livres sur la question, comme La grande histoire du parfum ou Le dictionnaire amoureux du parfum. Et à côté de ces publications, elle met aussi son expertise au service des grandes maisons, de la parfumerie et du luxe. Et sa dernière publication, l'apparition c'est en septembre je crois, c'est donc une belle biographie d'une figure fascinante de la mode, Elsa Schiaparelli, qu'elle va donc nous présenter ce soir. Et on pourra retrouver évidemment son livre, Elsa Schiaparelli l'extravagante, à la sortie de la conférence pour la petite séance de signature habituelle. Alors avant de démarrer, je vais vous laisser prendre place et j'ai juste deux petites infos à vous glisser. La première, c'est que comme on démarre une nouvelle année, c'est le moment de renouveler ou de prendre votre adhésion, non pas à l'Unipop, mais à l'association du cinéma Jean Eustache, pour ceux qui veulent soutenir votre cinéma, voilà, puisque notre fonctionnement associatif vous permet de prendre une adhésion et d'avoir quelques avantages dans l'année. Donc les formulaires et renseignements sont disponibles à la caisse ou sur le site du Jean Eustache. Voilà, message passé. Et puis, dernier point aussi, si vous vous rendez là par contre sur le site de l'Unipop, donc le site dédié aux Unipop de Pessac, unipop.fr, vous pourrez retrouver depuis cet après-midi de nouvelles vidéos des captations des conférences passées qui se sont déroulées depuis le début de la saison. Voilà, si vous avez manqué un rendez-vous, vous souhaitez revoir une intervention, vous pouvez les retrouver donc sur l'espace vidéo du site unipop.fr et on continuera évidemment à en mettre en ligne au fur et à mesure de l'année. Si certaines ne s'y trouvent pas, il se peut qu'on n'ait pas ou pas encore eu les autorisations des intervenants, donc n'hésitez pas à surveiller puisqu'on en déposera tout au long de la saison. Voilà. Merci à tous, merci infiniment Elisabeth, je vous laisse la parole, bonne Unipop. Merci beaucoup Audrey pour cette gentille introduction. Je suis ravie de me retrouver avec vous à l'Unipop à Pessac. C'est effectivement le mois de mai. À la fois, j'ai l'impression que c'était hier et puis ça passe très très vite. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023. Et je commencerai par cette citation que j'aime beaucoup d'un philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, qui disait que le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en verser quelques gouttes sur soi-même. Donc moi, c'est ce que je vous souhaite, une année jaillissante, une année parfumée, une année voilà, pleine de bonheur, de joie et de succès. Et donc, je suis très heureuse aussi de revenir en total look, en effet, Schiaparelli, pas griffé Schiaparelli, mais en tous les cas, cette couleur fétiche, on le verra, d'Elsa Schiaparelli, pour vous parler de cette personnalité fascinante de la mode de l'entre-deux-guerres et qui a pourtant été oubliée. C'est vrai que moi, quand on me demandait sur quel sujet j'écrivais, que je disais Elsa Schiaparelli, beaucoup de personnes me disaient « Ah bon, mais c'est qui ?» Alors que quand on travaille dans le monde de la mode et du parfum, c'est vraiment une figure incontournable. Et si, pour certains d'entre vous, vous êtes allés visiter cette magnifique exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui lui est consacrée et qui se termine d'ailleurs le 20 janvier, donc il est encore temps d'y aller, on est surpris de constater à quel point tous les modèles qui sont présentés ont été inspirants pour beaucoup de créateurs actuels. Donc, quand on évoque cette période donc, de l'entre-deux-guerres, et les deux films d'ailleurs sont très très bien choisis, puisque là vous avez, le premier film était plutôt sur les années 50, enfin se déroulait dans les années 50, et Falbala c'est les années 40, fin des années 30 et années 40. On est vraiment dans cette période qui a été une consécration pour Elsa Schiaparelli. Et pourtant, quand on évoque cette période de la couture, on a plutôt en tête, comme figure féminine, celle de Gabrielle Chanel,
qui apparaît comme vraiment ce plus grand nom féminin de la haute couture. Et pourtant, Schiaparelli a été la seule et unique rivale de Chanel, et on verra de quelle manière. Alors, je vous parlais de l'entre-deux-guerres, qui est la période où va s'épanouir totalement le talent de Schiaparelli. C'est une période très importante parce que donc elle est, comme son nom l'indique, entre deux guerres. Donc elle est juste, enfin cette période s'ouvre par ce qu'on a appelé les années folles et qui arrive juste derrière la Première Guerre mondiale, qui crée dans les populations un choc dont l'humanité se remettra par justement ce besoin de beauté, de luxe et de gaieté. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les années folles. Le président du syndicat national de la parfumerie, qui était Robert Bien-Aimé, écrivait que les peuples furent repris d'un désir de bien-être et de plaisir qui fit abandonner l'idée d'épargne, oublier les principes de prévoyance et de sagesse. On voulait jouir de l'heure présente et chacun dépensait ses gains sans compter. Donc ces années 20 qui furent appelées les années folles sont caractérisées par ces musiques endiablées, le jazz, le tango argentin, les revues nègres. La capitale, donc Paris est véritablement cette capitale ville lumière, siège d'innombrables fêtes où se presse tout un monde élégant, ce qu'on appelle aussi la Café Society, qui était l'héritière des mondains de Proust. Vous voyez, donc une société très éclectique, évidemment fortunée, relativement oisive, et qui allait de capitale en capitale pour s'amuser et dépenser, et cette Café Society est évidemment la clientèle de la haute couture et de la parfumerie. Et puis c'est à Paris aussi que se pressent pendant ces années-là beaucoup d'intellectuels américains, je pense à Fitzgerald, Ernest Hemingway, qui fuient la prohibition américaine et qui se réfugient donc à Paris. Donc, si on lit même en littérature, que ce soit Henry Miller, bien sûr Ernest Hemingway ou Anaïs Nin, on a ce sentiment véritablement de ce besoin de vivre dans le plaisir, d'oublier en fait les atrocités de la Grande Guerre, 51 mois de conflit, 9 millions de combattants morts. Plus d'1 million de Français, bref, toute l'Europe se laisse gagner par cette frénésie de luxe, de bien-être et de liberté. Et c'est bien pour ça qu'Ernest Hemingway signera donc un roman « Paris est une fête ». Alors, Elsa Schiaparelli, c'est vrai que quand mon éditrice chez Flammarion m'avait demandé une nouvelle biographie, après avoir signé celle des Guerlain, je lui propose ce nom d'Elsa Schiaparelli, puisque j'avais commencé au tout début ma carrière chez Chanel en tant qu'historienne d'entreprise. Et forcément, le nom d'Elsa Schiaparelli venait tout le temps, finalement, face à celui de Chanel. Et croiser son chemin était toujours très agréable. J'ai toujours eu une sympathie pour ce personnage qui était Elsa Schiaparelli, qui était assez fantaisiste, qui était pleine de créativité, de gaieté, d'exubérance. Là où finalement Chanel était beaucoup plus rugueuse, même si elle est d'une incroyable créativité, si vous voulez, beaucoup plus sévère forcément. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Marisa Berenson, qui est la petite fille de Elsa Schiaparelli, et d'échanger avec elle sur sa grand-mère, avec qui elle va vivre les dernières années de la vie d'Elsa Schiaparelli. Et c'est pour ça que c'était pour moi une figure féminine qui était très, très importante. Et je trouve qu'elle est aussi un modèle pour les femmes d'aujourd'hui, parce qu'elle a cette... et on le verra de quelle manière, elle a véritablement cette combativité, cette audace des femmes de cette génération, pour transformer leur destin en succès. Et c'est pour ça que c'est à la rencontre d'Elsa, autant que de Schiap, comme elle avait l'habitude de se faire appeler par ses amis, que je souhaite vous entraîner vers ce qu'elle appelait elle-même dans son autobiographie la suprême évasion qui réside en soi-même. Alors c'est vrai qu'Elsa Schiaparelli écrit ses mémoires en 1954. Elles ont été traduites en français là au moment de l'exposition, donc vous pouvez les lire. Elles sont très amusantes, très intéressantes. Elles sont assez
authentique, même si, évidemment, comme toute autobiographie, il faut quand même un peu démêler le vrai du faux. Alors, pour entrer dans le personnage, qui est-elle, Elsa Schiaparelli? Eh bien, comme son nom l'indique, elle est italienne. Elle est née le 10 septembre 1890 à Rome, et c'était très important pour elle le fait d'être romaine. Vous savez que la différence de l'Italie par rapport à la France, c'est que finalement le royaume d'Italie est une construction très récente dans l'histoire, et que les villes d'origine ont beaucoup d'importance parce qu'elles façonnent aussi les tempéraments. Donc Schiaparelli est née à Rome, elle passe son enfance donc dans cette Italie de la fin du 19e siècle, et elle naît donc dans les fastes du palais Corsini, que vous voyez ici en photo, et qui avait vu passer quand même Erasme, Michel-Ange et bien sûr la reine Christine de Suède, qui d'ailleurs lègue à sa mort son immense bibliothèque, une des plus riches bibliothèques de son époque. Elle la lègue au palais Corsini. Cette bibliothèque donc deviendra la bibliothèque Lincei, dont le père de Schiaparelli, qui est un érudit, un universitaire, un linguiste orientaliste très réputé, va devenir le directeur. Et c'est pour ça que Elsa Schiaparelli va grandir donc à la fois dans les fastes du palais, dont vous voyez ici quelques photos, aussi bien les fastes des jardins, parce que des jardins très luxuriants, beaucoup d'espèces odoriférantes, et puis bien sûr des tableaux, cet univers baroque incroyable de ce palais, et cette bibliothèque d'une immense richesse dont elle va en profiter énormément. Elle y passera des heures. Les livres seront donc d'ailleurs, comme elle le dit elle-même, ses premiers compagnons de l'enfance. Donc ce palais en plus est encore fréquenté par toute la fine fleur de la société romaine, composée de familles d'artistes, d'intellectuels, à l'image des Schiaparelli. Dans les oncles, Schiaparelli a comme oncle un brillant astrologue qui va lui enseigner aussi beaucoup de sciences sur toute cette... Et d'ailleurs, on le verra aussi dans ses collections. Donc, elle baigne, si vous voulez, dans ce milieu très intellectuel et très érudit. Donc ces premières années sont à l'évidence celles d'une petite fille privilégiée, mais plus privilégiée qu'heureuse. Parce qu'en effet, dans le regard que pose sa mère sur elle, Elsa, la petite Elsa, se sent laide. Et son plus grand désir de petite fille est de devenir belle, de se distinguer, de briller, enfin dans les yeux de sa mère, au point de devenir éblouissante. Et c'est ainsi qu'un jour lui vient l'idée de se couvrir le visage de fleurs, comme si elles avaient poussé sur elle, jaillissant d'un jardin paradisiaque à l'image de celui qui entoure le palais Corsini. Donc elle va demander au jardinier de lui confier quelques graines qu'elle va se planter dans le nez, dans les oreilles. Évidemment, rien ne va pousser durant la nuit. Elle pense pourtant que volubilis, pâquerette, capucine pourraient s'épanouir, mais absolument rien ne pousse dans la gorge, dans les oreilles, dans le nez. Et ce jardin imaginaire, finalement, se transforme en suffocation suprême. Et c'est au bord de l'évanouissement que la petite Elsa appelle sa mère, qui appelle à son tour le médecin de famille, qui viendra et qui s'improvise donc paysagiste et qui viendra la nettoyer de toutes ses graines. Mais c'est très intéressant ce passage anecdotique dans l'enfance de Schiaparelli parce que elle est apparentée, et on le verra aussi un peu plus tard, elle est apparentée au mouvement surréaliste, mais Schiaparelli, elle est surréaliste de naissance, transformée, métamorphosée, sublimée. C'est ce qu'elle cherche déjà à faire comme petite fille. C'est une sorte de body art thérapie avant l'heure. C'est une façon finalement de vouloir briller, de vouloir exister dans les yeux de sa mère, qui lui préfère sa sœur aînée, qui, elle, a une beauté classique, une beauté tout à fait italienne. Et vous savez qu'en Italie, la beauté, surtout chez une femme, c'est quelque chose de très important, et que
forcément, quand on est une petite fille avec de la personnalité, avec beaucoup de drôlerie aussi, parce qu'aujourd'hui, on dirait que Schiaparelli était une enfant hyperactive, mais parce qu'elle faisait tout pour se faire remarquer, elle n'était pas invitée à un dîner où ses parents ne voulaient pas qu'elle apparaisse à un dîner qu'ils donnaient, elle mettait des puces sur les chaises des invités pour qu'ils passent un mauvais moment pendant le dîner. Elle a essayé, elle avait lu donc qu'on pouvait voler selon la machine de Léonard de Vinci. Elle essaye d'en improviser une et elle saute du 3e étage du Palais Corsini. Heureusement pour elle, elle se retrouve dans un tas de fumier qui finalement amortit la chute. Bref, elle ne fait que des expériences. C'est un peu les malheurs de Sophie, si vous voulez, voyez. Mais voilà, c'est très intéressant parce que tout cet imaginaire de l'enfance, tout ce qui se passe dans ces années-là, on le retrouve dans les collections de Schiaparelli plus tard. Et c'est pour ça que ce petit passage, cette anecdote des graines magiques n'est pas anodin. Alors, évidemment, elle étouffe dans ce milieu familial. Elle a un problème relationnel, comme on dirait aujourd'hui, avec sa mère. Donc, elle va partir. Elle demande de partir assez tôt parce qu'elle refuse le parti qu'on lui demande d'épouser. Elle est demandée en mariage par un prince russe et elle refuse ce mariage organisé pour partir comme fille au père en Angleterre, et elle va se retrouver, alors je vous résume, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres anecdotes à lire, mais elle se retrouve en 1914 à Londres, et grâce donc aux relations de ses parents, elle vit dans une famille anglaise à Londres, et elle va assister à des conférences d'un jeune théosophe et spiritualiste qui s'appelle le comte de Vente de Carlor, dont elle tombe immédiatement amoureuse et qu'elle va épouser très rapidement sans le consentement de ses parents. Alors évidemment, il a cette beauté solaire qui lui fait défaut et ils vont partir tout d'abord à Nice, puis très rapidement, ayant croqué toute la dot, ils partent à New York où le couple fréquente tout le milieu d'avant-garde par l'intermédiaire de Gabrielle Picabia, qui est l'épouse de Francis Picabia, et vous savez, ce peintre dadaïste. Et donc, Gabrielle Picabia, Elsa Schiaparelli avait noué une amitié sur le bateau qui les avait emmenés jusqu'à New York. Et ils vont fréquenter, donc, enfin, elle va fréquenter plutôt ce milieu avant-gardiste. Elle s'entend d'ailleurs très très bien avec tout ce milieu dadaïste, surréaliste, déjà qu'elle rencontre à New York. Et assez rapidement, elle se rend compte des infidélités de son mari. Elle décide de divorcer, mais au même moment, elle réalise qu'elle attend un bébé. Donc, elle va accoucher d'une petite fille, une petite Gogo, enfin Yvonne plus exactement, qu'on surnommera Gogo, qui est donc la mère de Marisa Berenson. Et elle se retrouve, on est quand même en 1916, elle se retrouve donc seule à New York, fille-mère, divorcée, sans le sou, mais avec beaucoup d'amis. Donc elle va faire énormément de petits boulots. Et à un moment donné, Gabrielle Picabia va lui proposer de revenir à Paris, de retourner à Paris. Enfin, plus exactement pour Schiaparelli, d'aller à Paris, puisqu'elle n'avait jamais habité encore à Paris. Parce que à 18 mois, Gogo va déclarer une poliomyélite qui demande donc des soins intensifs, et Gabrielle Picabia a plus de relations à Paris qu'elle en a à New York. Donc les deux jeunes femmes refont le voyage, partent à Paris et elles s'installent donc à Paris. Alors là, évidemment, Elsa est toujours en quête de petits travaux parce qu'elle a toujours, évidemment, pas d'argent. Elle a quand même rompu le lien familial, donc elle ne peut pas bénéficier non plus d'une aide de la famille. Et elle va faire toutes sortes de petits boulots. Elle travaille notamment pour un antiquaire. Et comme elle a un sens inné du style, alors c'est vrai qu'elle va se définir elle-même comme une jolie laide. Vous la voyez ici en photo, c'est à peu près l'âge qu'elle avait quand elle est arrivée à Paris, au tout début, donc on est en 1916. Elle n'est pas belle au sens, je veux dire, classique du terme, mais elle a énormément de style. Elle est petite, elle fait 1m55, mais elle a une façon de s'arranger, une façon d'emporter les robes qui vraiment n'appartient qu'à elle. Et assez rapidement, ses amis, donc, qui composent la Café Society,
lui demande de les guider dans le choix des vêtements, en fait, de leur créer à la fois ce style. Et elle devient ce qu'on appelle styliste, ce qui à l'époque n'est pas du tout le sens d'aujourd'hui de créateur de mode. Styliste, c'était vraiment, on appellerait ça aujourd'hui personal shopper, vous voyez. Donc, elle les accompagne, elle les conseille et elle leur crée donc un style. Et c'est ainsi que Elsa Schiaparelli va rencontrer Paul Poiret. Paul Poiret qui est encore dans toute sa gloire. On est bien avant l'avènement de Gabrielle Chanel et Paul Poiret la voit dans son showroom en train d'essayer un certain nombre de vêtements et il lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne choisit pas d'en acheter également et elle leur répond mais elle n'avait pas les moyens. Donc Paul Poiret lui offre toute une garde-robe parce qu'il a compris qu'elle pourrait devenir une bonne ambassadrice. Et c'est donc une certaine façon pour lui de devenir aussi son mentor. Ils vont devenir véritablement amis. Il va la guider dans ses premiers pas non seulement de styliste, et surtout, c'est qu'il va l'encourager à créer son entreprise. Et en effet, en 1927, elle rencontre une de ses amies américaines qui porte un sweater, un pullover, si vous voulez, qu'elle trouve très intéressant, très incroyable, parce qu'on a l'impression d'un trompe-l'œil. Donc, elle demande à cette amie américaine où est-ce qu'elle a trouvé ce sweat. Et elle lui répond que c'est une tricoteuse arménienne qui lui a tricoté ce modèle. Et du coup, Schiaparelli lui demande donc de l'introduire auprès de cette femme, qui se fait appeler Mike, et elle lui apporte un dessin. Et elle lui demande de lui tricoter ce sweat que vous voyez donc à gauche du... Attendez. Non. Voilà. À gauche de la photo, tout en haut, on la voit. Donc on est en 1926, très exactement. Et elle va porter ce sweat avec des jupes. C'est déjà un peu le début du sportswear et puis du style aussi élégant, décontracté, comme on dirait aujourd'hui. Et toutes ses clientes lui demandent, mais où a-t-elle trouvé ce tricot? Donc, elle fait travailler les tricoteuses arméniennes. Elle avait dessiné donc ce trompe-l'œil. Elle en dessine d'autres, inspirés par la peinture cubiste. Et c'est le début du succès, puisque parmi les Américaines qui lui commandent ses suites, il y a une acheteuse d'un grand magasin new-yorkais qui va lui en commander un très grand nombre. Et c'est la première fois qu'elle va rafler finalement une commande à Chanel, puisque cette acheteuse avait l'habitude d'acheter du jersey Chanel, mais qu'elle trouve que ses sweaters sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus incroyables, parce que c'est déjà des tableaux, si vous voulez. Ce n'est pas uniquement des vêtements avec un tissu particulier, ce sont déjà de véritables tableaux. Et donc, le succès arrive en 1927 avec ses tricots. L'influence du mouvement surréaliste, son originalité, son audace plaisent, et elle va ouvrir l'année suivante sa première maison de couture. Et comme elle a conscience d'être vraiment, en fait, une sorte d'outsider dans ce milieu de la couture, elle intitule sa maison « Pour le sport » et en dessous Elsa Schiaparelli. Tout le monde lui dit que son nom est imprononçable et c'est aussi pour ça qu'elle va tout d'abord mettre en avant dans son enseigne l'expression « pour le sport ». Elle s'installe dans une mansarde rue de la Paix. Son showroom et sa maison et son appartement, en fait, elle vit au sein de son showroom. Donc, avec un jeu de paravent, elle arrive à départager la zone privée du showroom. Et c'est son ami Jean-Michel Franck, ce décorateur très connu, qu'elle avait rencontré d'ailleurs grâce à Poiret, qui va lui décorer son premier showroom. Alors, c'est intéressant à noter aussi qu'on est donc en 1928 et que le succès de Schiaparelli va s'expliquer d'emblée par la crise de 29 qui arrive l'année suivante et qui, donc vous savez, un certain jeudi 24 octobre 1929 à la Bourse de New York, qui marque la fin des années folles. Et malgré tout, les industries qui sont liées au luxe, comme la parfumerie, comme la mode, vont continuer de prospérer en dépit d'une chute continue des exportations françaises et d'une fiscalité excessive qui pénalise ces industries du luxe. Mais néanmoins, cette crise de 29
vient renforcer ce sentiment d'imprévoyance et donc ces industries du luxe qui apportent une satisfaction immédiate, ce goût du superflu aussi, vont prospérer très rapidement. Et c'est à cette époque aussi que Schiaparelli affirme que quand les moments sont difficiles, les grandes extravagances arrivent. Et c'est vrai que son extravagance, sa façon d'aller plus loin, sa façon de créer des fantaisies, des collections qui vont enthousiasmer la clientèle féminine, mais aussi, non seulement ça, mais également ces couleurs qui la caractérisent, à la différence de Chanel, font que les années 30 vont vraiment devenir les années Schiaparelli. Et au point que d'ailleurs, elle fera la couverture le 13 août 1934 du Time américain, ce qui est une consécration suprême. C'est la première femme à bénéficier de cet honneur et la deuxième personnalité de la couture après Charles Frederick Worth en 1928. Donc vous imaginez un peu comme Chanel a pu grincer des dents parce que malgré tout, on était en 1934, sa maison n'a été ouverte qu'en 1928, donc très rapidement, elle est vraiment au sommet de sa gloire. Et d'ailleurs, c'est en 1936, c'est elle qu'on choisit pour représenter la mode française à Moscou, au moment de l'exposition de Moscou. Et c'est le parti communiste, le Soviet suprême, demandera à Schiaparelli de dessiner le tailleur de la bonne soviétique, qui d'ailleurs sera jugé beaucoup trop fantaisiste, donc qui ne sera pas retenu, mais en tous les cas, c'est quand même à elle qu'on s'adresse. Donc vous voyez, un peu pour vous dire cette renommée qu'elle a. Et c'est ainsi qu'en janvier 1935, elle s'installe au 21 Place Vendôme, car les locaux de la rue de la Paix sont devenus trop étroits. Et ces locaux sont toujours ceux de la maison Schiaparelli aujourd'hui. Donc on a encore cette vue incroyable sur la colonne Vendôme, qui étaient les salons de Elsa Schiaparelli. Donc là aussi, consécration suprême, elle se retrouve dans cette place du luxe français. Donc elle devient véritablement une personne extrêmement connue. On va chez Schiaparelli comme on va pour aller à une pièce de théâtre. Si vous voulez, c'est devenu the place to be, cet endroit où tout s'échange, où il y a une fantaisie, on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Et c'est ça qui fait sa réputation. Et c'est aussi pour ça qu'elle détourne, sans le vouloir, un grand nombre des clientes de Gabrielle Chanel, à commencer par exemple par la duchesse de Windsor, enfin Wallis Simpson, à cette époque-là, qui va devenir une des grandes clientes de Schiaparelli après avoir été celle de Chanel. Elle redeviendra d'ailleurs la cliente Chanel après, mais c'est quand même pour vous dire qu'elle va vraiment habiller toutes les grandes personnalités de son époque et son talent plaît énormément. Et c'est assez amusant, c'est qu'à la même époque, Chanel habite au Ritz. Elle a sa maison qui est rue Cambon, derrière en fait le Ritz, mais elle loge au Ritz et les fenêtres de la chambre de la suite de Gabrielle Chanel donnaient sur l'enseigne de Schiaparelli. Donc on imagine que tous les matins, ça devait être un peu une vision pénible pour Gabrielle Chanel de voir sa rivale devant elle. Et d'ailleurs, en s'installant en place Vendôme, la seule phrase, mais je reviendrai dessus, c'est que Schiaparelli dira « Chanel est foutue ». Ça sera visiblement pas le cas, mais elle le pensait. Alors, comment définir la mode d'Elsa Schiaparelli? Il y a une citation de Schiaparelli que je trouve très intéressante dans son autobiographie. Elle dit « La création des robes n'est pas pour moi une profession, mais un art ». Et là, on retrouve, voyez, son enfance, baignée de culture éclectique. Et cela résume bien comment elle a créé sa mode. C'est-à-dire que pour elle, créer sa mode, c'était pas une question de business, c'était pas d'ailleurs une femme d'affaires, c'était vraiment une artiste. Et Elsa Schiaparelli a marqué l'industrie de la mode par son ton singulier et ses idées volontairement provocatrices. Fascinée par l'avènement de l'ère technologique également, par les progrès des matériaux et des techniques de confection, elle est amoureuse de l'avant-garde,
du cinéma comme en art, et elle deviendra plus qu'une créatrice de mode. Elle va devenir une mécène, mais aussi une artiste, toujours prête à célébrer les progrès de l'innovation. Elle est créatrice dès 1934 des défilés spectacles, ce qui pour nous est aujourd'hui une évidence, mais ce qui ne l'était pas du tout avant qu'elle le commence. Elle va aussi créer les défilés à thème. Elle est pionnière dans la commercialisation du parfum tel qu'elle le conçoit. Elle est également celle qui va démocratiser certaines matières jugées impropres, comme par exemple la rayonne plutôt que la soie. C'est elle aussi qui mettra des fermetures éclairs sur les robes du soir pour que ça soit plus facile pour les femmes. C'est elle aussi qui va imposer la jupe-culotte dans le quotidien des femmes. Elle existait avant, la jupe-culotte, mais elle va vraiment l'imposer dans le quotidien des femmes, etc. etc. Donc, je dirais que la femme Schiaparelli, elle est volontiers tape à l'œil, mais elle est aussi portée par l'extravagance, comme le rappelle cette fameuse robe homard, créée en 1937 avec Salvador Dali, commandée d'ailleurs par la duchesse de Windsor. Et cette robe est d'un contraste absolu. Elle est à la fois virginale, mais elle possède une tension érotique allusive et extrême. On sait la symbolique érotique du homard dans l'œuvre de Dali. Donc porter un homard à l'entrecuisse, c'était quand même extrêmement osé, surtout quand on était Wallis Simpson et qu'on était la maîtresse non souhaitée du futur roi d'Angleterre. Donc l'Américain d'ailleurs Billy Boy, qui a écrit une très, très intéressante biographie de Schiaparelli, qui est collectionneur aussi fétichiste de Schiaparelli, raconte dans son livre que Dali rêvait d'étaler de la mayonnaise sur cette robe au motif de homard et y mettre aussi du persil. Mais Elsa et Dali se seraient même querellés à ce sujet parce qu'elle ne voulait quand même pas que cette robe soit détériorée. Donc c'est vrai que la femme Schiaparelli, vous le voyez, elle va avoir toutes ces extravagances, elle ne doit pas avoir peur de porter des modèles qui sortent de l'ordinaire. Et ce qui est aussi extraordinaire dans Elsa, c'est qu'elle sent l'air du temps comme personne. Il y a aussi dans son œuvre, pour ceux qui sont allés à l'exposition, vous l'avez peut-être vu, elle va voyager en Suède et elle va remarquer que les marchandes de poissons sur le port de Stockholm se fabriquaient des petits chapeaux de fortune avec du papier journal. Et elle trouve que c'est formidablement intéressant et elle va lancer l'imprimé journal, si vous voulez. Et là aussi, ce qui est très amusant, c'est qu'elle va faire cet imprimé avec que des coupures de presse la concernant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Galliano. John Galliano a fait ça aussi, mais c'était en fait du Schiaparelli. Donc cet imprimé va être incroyablement célèbre. Elle va le décliner parce qu'elle est une des premières aussi à signer des licences bien avant Pierre Cardin, bien avant... D'ailleurs, Pierre Cardin a débuté chez Schiaparelli, c'est pas pour rien. Donc, bien avant aussi Christian Dior, elle signe des licences pour des cravates, etc. Et donc, cet imprimé qu'elle met au point avec un soyeux lyonnais, imprimé de journal, eh bien, va faire aussi doublement sa fortune et son succès, puisque les coupures de presse la concernent essentiellement. Également, elle a toujours un coup d'avance sur ses concurrents. Quand elle comprend que, faute de domestiques ou de moyens, les femmes élégantes doivent désormais passer moins de temps à choisir leur toilette et à s'habiller, elle a l'idée de faire fabriquer des tabliers, de chics tabliers, qui ont l'air de robes, pour que les Américaines puissent demeurer élégantes tout en cuisinant chez elles et tout en servant leurs invités. Donc ça aussi, on a un très très joli modèle de cette robe tablier rose poudre en matière un peu plastifiée, vous voyez, qui illustre donc la façon qu'Elsa Schiaparelli a de répondre aux désirs des femmes, mais toujours avec ce côté extravagant, artistique et étonnant. Donc Elsa Schiaparelli fut vraiment l'un des diamants les plus étincelants de la haute couture des années 30, mais toujours... même si elle est adulée, elle était un diamant solitaire aux facettes multiples et changeantes. Et c'est ça qui est assez étonnant aussi dans son caractère.
c'est qu'elle est de toutes les fêtes que l'on donne, de tous les bals costumés notamment que donne cette Café Society. Et en même temps, elle n'aime rien de plus que de recevoir ses amis dans son hôtel particulier du 22 rue de Berry à Paris, où dans la cave voûtée, elle fait installer sa cuisine à l'image d'une trattoria italienne, avec des bouteilles de Chianti qui pendent au mur, qui pendent au plafond, et elle cuisine donc ses spaghettis, sa polenta, tout ce qu'elle aime faire pour ses invités. Elle aime aussi rester chez elle, lire et être extrêmement solitaire. Donc cette personnalité à la fois très extravagante, fantaisiste, rieuse, c'est ça aussi que je trouvais assez formidable dans sa personnalité, c'est qu'elle est très gaie. Elle est également profondément solitaire et d'ailleurs, elle ne refera, après son divorce, elle ne refera jamais sa vie. Elle a quelques amants dont on connaît l'existence, mais elle fermera son cœur parce qu'elle l'avait trop donné donc à son mari qui l'avait trahi. Donc vous voyez cette personnalité qui est très intéressante également sur un plan privé et qui laisse aussi un héritage extrêmement riche. Alors pourquoi on parle de mode surréaliste quand on parle de la mode d'Elsa Schiaparelli? Elle est évidemment très proche du mouvement surréaliste, très proche particulièrement de Salvador Dali, avec qui elle a créé donc cette fameuse robe homard, avec qui aussi elle va créer les gants griffes, avec qui elle crée également la robe squelette, avec qui elle crée également le chapeau chaussure. Elle est également très proche, elle l'est depuis New York finalement, proche de ce mouvement surréaliste, puisque Man Ray, par exemple, dont on voit le cliché, où on la voit avec cette troisième main, si vous voulez, la main est un thème central dans le mouvement surréaliste. Elle est très amie donc de Man Ray et elle est aussi proche de Jean Cocteau, qui lui dessinera de très beaux, qui lui fera de très beaux dessins que l'on retrouvera brodés par le Sage sur certains de ses modèles. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, les femmes, quand elles achètent une robe Schiaparelli, elles les collectionnent parce qu'en fait, ce sont des œuvres d'art. Toutes ces dessins, si vous voulez, ces couleurs sont signées, quand ce sont les dessins d'un artiste. La veste, elle est signée Jean Cocteau. La robe homard, elle est signée Dali. Il y a toujours cette collaboration, et là aussi, elle sera la première en couture à faire ça, à créer ces collaborations artistiques, ce qui est aujourd'hui quelque chose de courant, mais qui ne l'était pas, et dont elle va vraiment être à l'origine. Donc, transformer, métamorphoser, sublimer, qui sont les thématiques principales du mouvement surréaliste, cette démarche, elle correspond chez Elsa Schiaparelli à une réelle obsession depuis l'enfance. Et avec une imagination sans limite, parce que c'est vraiment ça aussi qui la caractérise. Elle transcende et elle réinvente le réel. Elle me fait penser en cela à Frida Kahlo, dont on a actuellement aussi une exposition au Palais Galliera. Frida Kahlo, qui est cette peintre mexicaine qui avait été qualifiée par André Breton de peintre surréaliste, ce qui énervait profondément Frida Kahlo, qui disait « mais moi je ne peins pas l'imaginaire, je peins ma réalité ». Et chez Schiaparelli, il y a ce même rapport à la réalité, si vous voulez, elle transforme sa réalité pour qu'elle devienne autre, comme un désir profond. Et en cela, bien sûr, elle est qualifiée de surréaliste, mais chez elle, le surréalisme, il est inhérent à sa personnalité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand elle revient après 1945, elle ne va pas retrouver son public, parce que elle est profondément surréaliste et que le surréalisme, il est passé de mode après la guerre. Donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'elle va être beaucoup moins à la mode. Donc Schiaparelli transcende et réinvente le réel. Appelez-moi Schiap, comme elle lançait à tous ses amis qui s'appelaient Cocteau, Bérard, Dufy, Dali, qui étaient toujours ravis de se joindre à ses folies. Leur surréalisme, ce terme qui est inventé par Apollinaire et repris par André Breton en 1924, fut donc son réalisme. Les collaborations d'Elsa sont si nombreuses qu'il serait difficile de toutes les citer. Certaines ont néanmoins marqué bien sûr les esprits.
Et Schiaparelli raconte aussi dans son autobiographie à quel point ces collaborations étaient essentielles pour son travail. Travailler avec des artistes, dit-elle, tels que Bébé, Bérard, Jean Cocteau, Salvatore Dali, Vertès ou Van Dongen, avec des photographes comme Onigenhuhn, Horst, Cecil Beaton, Man Ray, avec quelque chose d'exaltant. On se sentait aidé, encouragé, au-delà de la réalité matérielle et ennuyeuse qu'est la fabrication d'une robe à vendre. Effectivement, pour elle, le vêtement, il est ennuyeux s'il est commercial, il doit devenir un objet d'art. Et c'est pour ça que les artistes du moment ne s'y étaient pas trompés et que s'ils devaient mettre leur talent au service d'un grand nom de la couture, c'était bien celui de Schiaparelli qui leur venait immédiatement à l'esprit. Donc depuis longtemps, Elsa a pris l'habitude de travailler avec des artistes, avec ces artistes dadaïstes, cubistes, surréalistes. Certains ont été ses amis, d'autres ont souffert sous sa férule, mais tous, en tous les cas, ont jugé cette collaboration avec elle tout à fait indispensable pour eux également. Schiap, désormais, allait sculpter les corps des femmes, les transformer, les rendre belles, souligner leur forme, inventer le psycho-chic, donner de la couleur, de la fantaisie et même de la folie à ses créations, développant au fil des années avec une véritable philosophie personnelle de l'art et de la beauté, mais toujours fidèle à ses rêves de petite fille. Ce qu'elle veut, et ça on le voit très bien dans son œuvre, elle veut rendre les femmes belles comme elle a souhaité le devenir. Et en témoignent les fleurs et les papillons qui, dans l'œuvre de son ami Salvatore Dali, orneront ses vêtements, ou encore le bouchon de parfum Shocking créé pour elle en 1937 et pour la création duquel elle se souviendra de son rêve de petite fille que je vous ai raconté. Ce bouquet de fleurs de bohème pour tout visage coiffera le flacon en forme de buste. Elle possédait au plus haut degré 3 qualités, l'imagination, l'initiative, l'audace. Schiap avait l'innovation et la liberté dans le sang et frémissait au moindre souffle de son époque. Son style, sa patte, sa griffe sont toujours présentes et c'est ce qui évoquait pour elle ce qu'elle appelait la 5e dimension. Alors, quelques pièces et codes emblématiques d'Elsa Schiaparelli. Là aussi, il y en aurait énormément puisqu'elle a ce côté fantaisiste et fantasque. Mais on pourrait en citer, que vous voyez certains d'ailleurs ici, donc ces pulls en trompe-l'œil qui ont été créés en 1927, comme on l'a vu, donc qui étaient ces pulls très très modernistes qui font leur apparition dans les premières collections d'Elsa Schiaparelli. Ce petit pull à nœud en trompe-l'œil, qui est tellement synonyme de Schiaparelli, vient d'être réédité d'ailleurs par la maison Schiaparelli pour la collection 2023. C'est vraiment un de ces modèles qui étaient les plus copiés. Et finalement, quand on appelle Sonia Rykiel la reine du tricot, on voit d'où peut-être lui est venue l'inspiration. Dans ses œuvres, il y a également le collier Aspirine, qui a été créé par Elsa Triolet, vous savez, la compagne de Louis Aragon, en 1930. Et c'est très amusant, donc ce collier qui était fait en perles de porcelaine et qui était la reproduction fidèle des cachets d'aspirine de l'époque. Donc c'était Louis Aragon qui avait proposé ces modèles de sa compagne, donc à Elsa Schiaparelli, qui évidemment avait été enchantée par les détournements. Ça aussi, c'est le thème du surréalisme, les détournements dans son œuvre. Également, on voit cette robe trompe-l'œil qu'elle porte, vous voyez, tout à gauche de la photo. On voit Elsa Schiaparelli, c'est un de ses premiers modèles parce que juste après avoir créé son département pour le sport, elle va créer pour le soir. Et donc, elle crée quelques robes de soirée, toujours avec cette idée que ça soit des robes faciles, que les femmes peuvent porter et enfiler seules, vous voyez, sans avoir l'aide d'une domestique, d'où les fameuses fermetures éclairs. Et cette robe, on l'a appelée robe trompe-l'œil parce qu'elle date de 1931. La photo est de Man Ray et le motif en trompe-l'œil, on a l'impression d'un plissé, mais en fait, il est peint par l'artiste décorateur Jean Dunant, qui était célèbre pour ses œuvres en lac et en métal. Vous voyez, vous aviez vu dans la précédente diapositive les gants noirs du soir en veau velours avec des applications de faux ongles en métal doré qui ont l'air de griffes.
donc qui date de 1936 et qui est une collaboration avec Salvatore Dali. Elle a aussi créé, je ne les ai pas en photo, mais des très amusantes bottines dans la collection Le Cirque en 1938 avec des poils en fourrure de singe qui retombaient sur la cheville et qui donnaient vraiment l'impression d'avoir des pattes aux femmes. Et donc, elle l'avait créé avec Oppenheim et André Perugia, qui était un styliste français spécialisé dans la chaussure féminine. Et d'ailleurs, ce modèle avait été inspiré par un tableau de René Magritte. Vous voyez toujours derrière cette inspiration artistique. Il y a le très très beau modèle qui d'ailleurs accueille les visiteurs dans l'exposition du Musée des Arts Décoratifs, cette cape brodée d'un soleil sur un tissu de laine shocking qu'on appelle la cape Phébus, avec une broderie de la maison Le Sage, un dessin de Christian Bérard qui date de 1937-38, et Bérard qui a été le décorateur du film de Cocteau La Belle et la Bête. Et c'est vrai que cette cape, on a vraiment l'impression d'être dans un film fantastique avec ce rose shocking et cette broderie or qui est absolument exceptionnelle. La robe squelette que vous voyez ici, qui date de 1938, qui est une robe du soir en crêpe de rayonne. Donc vous voyez aussi, je vous disais, l'amour des matériaux nouveaux. Pas forcément des matériaux nobles, mais des matériaux, une robe en soie rayonne. L'avantage aussi, c'est qu'elle ne se froissait pas, c'est qu'on pouvait la laver soi-même. C'était ça aussi qu'elle recherchait, Schiaparelli. Elle n'avait pas oublié les années de vache maigre. Et donc, cette imprimée de squelette était en broderie capitonnée et elle se portait avec un chapeau clown en forme d'escargot et un long voile en chapiteau de cirque. L'idée était née d'une collaboration, bien sûr, avec Salvatore Dali, parce que sa compagne, Gala, s'était coiffée d'un escarpin pour partir à une soirée. Et donc, de là, l'idée était venue de créer un chapeau en forme de chaussure inversée. Donc, énormément comme ça de robes incroyables, complètement inattendues, hein, comme le chapeau chaussure qu'il fallait quand même oser porter. Quand la guerre éclate, là aussi, elle va créer une collection tout à fait adaptée avec une fameuse robe avec des poches qui permettait aux femmes de pouvoir partir sans sac à main, si vous voulez, s'il fallait qu'elles fuient de façon immédiate. Donc là, sans bagage, vous voyez, partir les mains libres, mais avec tout dans les poches, comme on dit. Donc beaucoup, beaucoup de créations, et on comprend pourquoi elle a été aussi célèbre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, hein, jusqu'en 1939. C'est véritablement la couturière qui est la plus adulée de cette société élégante. Alors, évidemment, je ne vous ai pas de la rivalité avec Gabrielle Chanel, dont elle a été l'unique rivale. Chanel l'appelait avec dédain l'italienne qui déguise les femmes. Et Chanel disait qu'elle créait des vêtements, elle créait des robes, à la différence de Schiaparelli, évidemment, qui, elle, créait des déguisements. Et comme je vous l'ai dit, quand elle s'installe en 1935, Schiap a déclaré « Chanel est foutue ». Donc, évidemment, quand Elsa Schiaparelli démarre dans la mode, le nom qui brille au firmament, dans ce petit monde très élitiste de la haute couture, c'est celui de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel. Sa célébrité, elle remonte à la Première Guerre mondiale. Son élégance est sobre et la fonctionnalité inédite de ses créations ont libéré le corps des femmes. Elle a libéré donc les femmes du corset en leur donnant une véritable liberté. Elle va donner aussi un coup d'arrêt aux créations hyperboliques de Paul Poiret, qui fut le mentor de Schiaparelli. Il y a un dessin de Jean Cocteau qui parle de ce passage entre la mode Poiret et la mode Chanel, un dessin un peu cruel, d'ailleurs, où on voit une silhouette Poiret qui s'éloigne et la silhouette de Gabrielle Chanel qui est donc en première ligne avec cette légende de Cocteau, Poiret s'éloigne, Chanel arrive. Donc Chanel, c'est vraiment la femme la plus célèbre dans le monde de la couture. Et cette nouvelle féminité qu'elle a inventée avec ce charme androgyne plaît énormément. Elle épouse parfaitement le style garçonne, si vous voulez, avec sa petite robe noire, qui lui assure un succès international. Elle est aussi une redoutable femme d'affaires, autant qu'un génie visionnaire. Donc Chanel est bel et bien, selon le mot de Jean Cocteau, la plus grande couturière de son époque. Et beaucoup plus tard, d'ailleurs, André Malraux, qui était donc ministre de la Culture sous De Gaulle, dira « Il y a 3 grands personnages du XXe siècle, Picasso,
de Gaulle et Gabrielle Chanel. Donc c'est vraiment quand même un monument, mais un monument qui a tremblé pendant les années 30 de voir son aura faiblir à cause d'Elsa Schiaparelli. Donc cette notoriété qu'avait Chanel, elle la pensait insurpassable. Et pourtant, c'était mal connaître Elsa Schiaparelli que de croire un seul instant qu'elle ne pourrait pas lui faire renoncer à imposer sa griffe. Donc au tout début, Chanel ne se méfiait pas de cette débutante qu'elle appelle avec dédain, avec mépris et dédain l'italienne. Et les deux femmes, on le sait, se sont croisées au Bœuf sur le Toit dès 1922. À l'époque, Schiaparelli ne faisait absolument pas de la mode, elle travaillait encore pour un antiquaire. Et à ses yeux, donc, quand elle débute, l'italienne n'est qu'une excentrique, avec un mauvais goût manifeste. C'est vrai qu'il faut quand même avouer que certaines créations de Schiaparelli, il fallait quand même oser les porter. Et tout d'ailleurs, en plus, semble les opposer, puisque leurs milieux d'origine sont complètement aux antipodes. D'un côté, on a Chanel qui a connu la misère de l'orphelinat et les débuts de demi-mondaine. Et elle s'est vraiment faite à la force de son poignet. Schiaparelli, elle est une aristocrate. Elle a connu aussi des vaches maigres, mais elle vient d'un milieu beaucoup plus érudit. Et surtout, ce qui l'a distinguée et ce qui faisait que Elsa Schiaparelli était à l'aise dans cette café society qui était aussi la clientèle de la haute couture, c'est qu'elle faisait partie de la café society de par sa naissance. Pas par sa richesse, parce qu'au début, elle a connu les vaches maigres, mais elle était véritablement une des personnalités de cette café society. Également, ce qui les oppose, c'est que d'un côté, on a une élégance sobre, de l'autre, on a un chic exubérant, avec des couleurs qui peuvent s'entrechoquer. Mais finalement, plusieurs choses quand même les rapprochent. Elles fréquentent les mêmes endroits à la mode, elles évoluent dans les mêmes cercles, elles ont bien sûr les mêmes amis et clientes, ce qui d'ailleurs alimentait les ragots et faisait les choux gras de la presse. Et dès 1927, donc, cette rivalité qui commence, elle est sans merci, et la presse spécialisée va s'empresser d'attiser la haine entre les deux femmes, parce que évidemment, vous savez, aujourd'hui, c'est toujours le cas, on n'aime rien tant que les petits scandales. Et le public féminin s'en régalera, mais la conséquence qui est quand même beaucoup plus heureuse, c'est que de cette rivalité va naître une émulation qui est suscitée donc, et qui va porter la mode française à un point de perfection jamais atteint encore. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Elles ne se côtoient pas, elles se détestent. Et il y a plusieurs autres femmes, hein. En même temps, je pense à une Jeanne Lanvin, à Madame Gray. On a d'autres femmes couturières de cette époque-là. Mais vraiment, l'entrechoc, en fait, c'est entre Schiaparelli et entre Chanel. Et alors, ces deux grandes figures féminines de la haute couture ne se rejoindront que sur un point. Elles ne s'entendront que sur un point après la guerre. C'est leur détestation du New Look de Christian Dior en 1947. Alors également dans ce qui les oppose, en 1939, Chanel ferme sa maison de couture parce qu'elle ne veut pas créer des robes sur un champ de bataille. Schiaparelli, elle, veut rester en France, mais tout le milieu de la couture, à commencer par Lucien Lelong, qui est le président de la Chambre syndicale de la couture, lui conseille de partir, de fuir la France, parce qu'elle est italienne. Pas oublier quand même. En plus, elle faisait partie de la Ligue antifasciste. Même si elle n'avait jamais voulu se mêler de politique, elle a quand même toujours désapprouvé la politique du Duce, puisqu'elle habille la maîtresse du Duce, mais elle refuse de le rencontrer. Et sa fille est américaine. Donc, elle va partir aux États-Unis. Elle fait plusieurs voyages pendant la Seconde Guerre mondiale entre New York et la France, notamment pour apporter des médicaments en France par la Croix-Rouge. Elle va aussi faire un certain nombre de conférences dans tous les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour récolter des fonds qu'elle enverra au syndicat de la couture pour payer les salaires des midinettes. Vous savez, les midinettes, c'était toutes ces petits emplois féminins
qui étaient dans le milieu de la couture. Et donc, évidemment, elles étaient quand même un petit peu au chômage. Enfin, en tous les cas, elles travaillaient beaucoup moins. Donc, elle va, à sa manière, résister, si vous voulez, pour aider ce pays, la France, auquel elle est très attachée, parce que c'est la France qui lui a donné sa chance. Comme elle disait, c'est la France et la misère qui l'ont conduite sur le chemin du succès. Et pendant ce temps-là, vous le savez, Chanel est restée à Paris, au Ritz, et donc elle a eu cet amour avec un officier allemand, cette liaison avec un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, c'est quand même une opposition de taille entre ces deux couturières. Alors, comme tout le milieu de la couture de son époque, Elsa Schiaparelli va aussi se lancer dans l'aventure des parfums. Elle se lance dans cette aventure et l'entrée des couturiers parfumeurs apporte cette nouvelle donne à une profession de plus en plus structurée. Et d'ailleurs, on le voit, l'époque de cet entre-deux-guerres est en tous les cas pour la parfumerie une époque d'âge d'or qui est caractérisée par la créativité, l'abondance, l'éclectisme, la qualité et surtout la pérennité des parfums qui seront créés et en particulier les parfums des couturiers parfumeurs qui vont donner une silhouette au parfum. Alors, tous les couturiers, à la suite de Paul Poiret, qui est le premier couturier parfumeur et le mentor, bien sûr, de Schiaparelli, vont se lancer dans l'aventure des parfums. Pourquoi ? Parce que déjà, la haute couture et la parfumerie ont en commun la même clientèle. Ils ont cette clientèle. Il faut rappeler que la parfumerie dans l'entre-deux-guerres, c'est une parfumerie encore très élitiste. Donc, c'est vraiment une poignée de clients. Et en général, ces clientes, plus exactement, sont les clientes également de la haute couture. Donc, c'était assez facile, si vous voulez, de pouvoir passer d'une activité à l'autre. Donc, c'était une activité complémentaire qui, en plus, était extrêmement lucrative, puisqu'on savait que les marges bénéficiaires ont été très favorables et étaient très importantes en parfumerie. Donc, Paul Poiret, lui, a été le premier à fonder en 1911 les parfums de Rosine, qui d'ailleurs feront une faillite retentissante en 1936, mais qui étaient inspirés par les ateliers de Vienne, qui étaient ces premiers concept stores où les femmes se rendaient dans c'était pas des grands magasins, c'était vraiment des concept stores où on pouvait trouver tout ce qui était lié à l'élégance. Donc des robes, bien sûr, mais aussi de la lingerie, des chaussures, des chapeaux et bien sûr des parfums. Et à la suite de Paul Poiret, tous les parfumeurs, à commencer par Gabrielle Chanel avec le numéro 5 en 1921, vont se lancer dans cette aventure. Et ce qui est quand même incroyable à constater, c'est qu'aujourd'hui, cette parfumerie-là, elle a pour certains 100 ans. Chanel numéro 5, 1921, 1927, le arpège de Lanvin, 1930, Joy de Jean Patou. Donc, on a quand même des très grandes légendes, de très, très beaux parfums que l'on doit à des couturiers qui ont su donner une silhouette au parfum. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous rappelle, le Joy de Patou avait été, le slogan, c'était le parfum le plus cher du monde. Donc, en 1928, Schiaparelli se lance évidemment dans cette aventure avec son premier parfum, le S, parce qu'elle a compris l'erreur qu'avait faite Paul Poiret de distinguer son activité de couture de celle des parfums. On avait d'un côté la mode Poiret et les parfums de Rosine. Chanel n'a pas fait cette erreur puisque nous avions le Chanel numéro 5. Et Schiaparelli va décider de commencer tous ses parfums par la lettre S. Le premier parfum datant de 1928 étant donc le S de Schiaparelli, qui est une senteur à base de lys et de jacinthe. S présenté dans un packaging noir et blanc, qui est d'ailleurs dessiné par Jean-Michel Franck. S comme Schiaparelli, mais S aussi comme sport. Vous vous rappelez qu'en 1928, son activité de couture s'appelle Pour le sport. Une version haute Cologne de S est également proposée. Et à la suite de ce parfum, donc tous
ou plus exactement la grande majorité des parfums de Schiaparelli, commence par la lettre S. Cette lettre est associée à son nom. Ça deviendra une marque de fabrique que l'on retrouvera dans d'autres collections. La production donc de ces premiers parfums Schiaparelli était gérée par un Anglais, George Robert Parkinson, qui était à la fois le parfumeur de la compagnie et également il était aux commandes de cette activité qui va devenir de plus en plus lucrative avec différentes filiales au Royaume-Uni, mais aussi et surtout aux États-Unis. En 1934, Elsa lance simultanément 3 nouveaux parfums, Souci, Salut et Schiap. Souci qui est un parfum subtil et discret, floral chypré avec des notes de fleurs d'oranger, de miel et d'épices. Salut est quant à lui composé de notes de géranium, de lys, de jasmin et de tubéreuse et de ylang-ylang. Et enfin, Schiap, qui est un parfum plus vif et piquant, un peu comme finalement son homonyme, marqué par des notes de vétiver. Les fragrances sont présentées dans des flacons de forme trapézoïdale et toujours dessinés par Jean-Michel Franck avec des boîtes au motif de tweed relativement minimalistes. De nombreuses publicités pour les parfums Schiaparelli paraissent dans le magazine Vogue en particulier. Et on retrouve notamment sur les publicités en noir et blanc les papillons créés par Jean Clément. En 1935, donc elle s'installe 9 place Vendôme et en 1937, elle va ouvrir son propre laboratoire à Bois-Colombes afin d'imaginer ses parfums. Et elle souhaite notamment mettre au point un parfum en accord, dit-elle, avec le rythme brutal de la vie moderne. C'est ainsi qu'en avril 1937, elle lance son nouveau parfum intitulé Shocking. Shocking, selon l'expression préférée d'Elsa, ce parfum est conçu toujours par la maison Roure à Grasse. Son parfumeur est Jean Carle, qui est le grand parfumeur de l'époque, qui signera le Femme de Rochas, mais aussi le Miss Dior de Dior plus tard. Et en 1937, elle va aussi fonder véritablement la Société des parfums Schiaparelli, qui, donc, comme je disais, sera une activité extrêmement lucrative. À cette époque, elle est véritablement la reine du tout Paris. Elle va installer une petite unité de fabrication à Bois-Colombes, là aussi où sont les parfums Guerlain d'ailleurs, et elle demande à Roure donc de lui créer ce parfum anticonventionnel. Quand vous sentez le Shocking de Schiaparelli, on peut le sentir à l'Osmothèque à Versailles, qui est ce grand conservatoire des parfums. Il est hespéridé à ses débuts, donc des notes assez fraîches, et puis il va prendre une note surréaliste de rose verte et miellie qui se love dans le patchouli et l'ambre. Le fond n'est que poudre et vanille, sensuel et explosif. Donc véritablement et very shocking. Il est ouvertement indécent parce qu'il y a cette note de miel, de rose, de civette. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, la couturière raconte que Marie-Louise Bousquet, qui était une très spirituelle hôtesse parisienne, de l'un des derniers grands salons parisiens, si vous voulez, avait l'habitude de relever sa jupe pour en tremper ses jupons. Donc, Christian Bérard également parfumait sa barbe avec ce Shocking. Et puis surtout, c'est que c'est pour ce parfum que va être mis au point le Rose Shocking des collections, inspiré par les bégonias roses vifs de son enfance au Palais Corsini. Et comme le disait Schiaparelli, trouver un nom pour un parfum est un problème fort difficile, car il semble que tous les mots du dictionnaire ont été déposés. On est en 1937. Donc la couleur, elle, me sautait aux yeux, brillante, impossible, impudente, saillante, pleine de vie, comme la lumière, les oiseaux et les poissons du monde assemblés. Une couleur de Chine et de Pérou, mais pas occidentale, une couleur shocking, pure, intense. Aussi, j'appelais mon parfum Shocking, dit-elle. La présentation en serait shocking, les accessoires et les déshabillés seraient shocking, disait Schiaparelli. Ce rose shocking va être développé avec l'aide de Christian Bérard et de Jean Clément.
Cette couleur devient rapidement la signature de Schiaparelli, qu'on retrouve d'ailleurs, je vous avais présenté un modèle, on voit rose et noir, qui est vraiment la signature de Schiaparelli, et un classique de la haute couture. De nombreux essais sont menés afin de développer ce rose shocking, et c'est finalement l'ajout d'une touche de magenta à un rose par Jean Clément qui permet d'obtenir la couleur finale. Schiaparelli continuera par la suite de développer les correspondances entre les odeurs et les couleurs. Donc après le rose shocking, on aura également le bleu sleeping, que vous pouvez voir sur la publicité, et aussi le vert zut. Zut qui commence pas par un S, mais qui était inspiré, le flacon était inspiré par les jambes de Mistinguett, qui un jour, en dansant, fait tomber son jupon et dit zut, ce qui était une expression très à la mode, aussi une expression qu'utilisait Schiaparelli. Et du coup, pour rendre hommage à Mistinguett, Schiaparelli créa donc après la guerre ce zut, qui aura donc un vert très particulier. Pour en revenir au shocking de Schiaparelli, la présentation fut conçue par le peintre Léonore Fini, qui était une amie donc, de Schiaparelli. Son flacon avait la forme d'un mannequin de couturière, comme vous l'avez vu, inspiré par la voluptueuse silhouette de Mae West, qui était une actrice américaine très célèbre à cette époque-là, et aussi l'une des clientes de Schiaparelli, parce que Schiaparelli a habillé beaucoup d'actrices de Hollywood, a aussi créé des costumes pour le cinéma, et avait un grand nombre d'actrices dans ses clientes. Je pense à Marlène Dietrich, à Katharine Hepburn et aussi à Mae West. Et d'ailleurs, à propos de Katharine Hepburn, il y a une anecdote assez amusante. C'est qu'un jour, Schiaparelli voit dans sa boutique une grande femme américaine, un peu gauche, mal fagotée, qui a un peu l'air de rien. Et elle va lui donner des conseils. Vous voyez, son côté styliste qui revient toujours. Elle va lui donner des conseils, elle va lui créer un style. Et quelques années après, Schiaparelli feuillette un magazine de cinéma et reconnaît la fameuse grande américaine un peu mal fagotée qui était devenue Katharine Hepburn. Donc sans doute que la carrière de Katharine Hepburn a peut-être décollé grâce aux bons conseils donc, de Schiaparelli. Et donc, Mae West, qui était cette actrice très voluptueuse, puisque les aviateurs américains avaient baptisé leur airbag les Mae West, pour vous dire qu'il y avait quand même de la volupté dans les courbes. Eh bien, elle était donc une cliente, et c'est très amusant quand on lit l'autobiographie, c'est qu'elle raconte comment c'est fait, comment elle a moulé en fait, comment Mae West a envoyé un moulage de son corps façon Victoire de Samothrace, vous savez, et que à partir de là est né, ça a inspiré à Léonore Fini, donc le flacon de shocking de Schiaparelli. Ce flacon, donc, eh bien, Elsa Schiaparelli y met un maître de couturière autour du cou. Et puis également, on retrouve l'estampille S, bien sûr, et le flacon est posé sur un socle, enchâssé sous un globe de verre au motif de dentelle émaillée, inspiré des globes de mariée d'autrefois. Et là aussi, c'est un pied de nez à son mariage malheureux. La publicité fut dessinée par Marcel Vertès de façon très suggestive et sophistiquée. Elle fut d'ailleurs qualifiée d'érotique. Et avant de fuir en 1940 vers New York, Schiaparelli prend le temps d'un geste symbolique. Elle place le flacon de shocking dans une cage avec un oiseau portant cette inscription « Shocking chante l'espoir ». Et dans une interview récente de Jane Birkin, elle racontait cette anecdote que c'était le parfum de sa mère et qu'elle s'en mettait beaucoup au point que pendant la guerre, lorsqu'elle retrouva son appartement londonien bombardé et en flammes, elle n'avait voulu sauver qu'une seule chose, son parfum shocking de Schiaparelli. Et ce geste un peu incroyable, elle l'expliquait à sa fille de cette manière en disant « Quand tu es en train de tout perdre, ne sauve que le superflu ». Donc vous voyez, ce parfum à la fois l'essentiel et le superflu. En 1945, Salvatore Dali va dessiner
le flacon du roi soleil que vous voyez là, un flacon en forme de rocher surmonté d'un bouchon en forme de soleil avec un visage pensif qui est bien sûr créé pour célébrer la victoire. En 1952, Schiaparelli lance son parfum Sport, toujours cette référence au monde du sport. Et le parfum est dans une authentique bouteille de champagne brut Mumm. Donc, vous voyez là aussi le détournement des objets. Et puis également, elle va continuer, même plus tard, quand elle ferme sa maison de couture, avec un parfum que vous voyez ici en publicité, qui est le parfum Si. Ça doit vous rappeler quelque chose, un parfum actuel de Armani. Mais là, c'est Si de Schiaparelli en 1957, qui est présenté dans une bouteille de Chianti. Et d'ailleurs, c'est le orange qui est associé à la couleur Si. Et on parlera du orange Si ou du Si orange. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en parallèle va être lancé un 45 tours avec une musique de Henri Sauguet. Et la musique est chantée par Juliette Gréco avec cette épitaphe en hommage à Madame Elsa Schiaparelli, la valse des Si. Donc vous voyez, là aussi, elle est complètement visionnaire parce qu'elle va inventer la bande-son, voyez, de la publicité de son parfum, comme on fait aujourd'hui. Donc, le Shocking de Schiaparelli. Et après la guerre, donc, Schiaparelli revient en 1945. Elle piaffe pour rentrer. Elle a du mal, comme je vous le disais, à retrouver son public. Les temps ont changé. Elle arrive dans cette France de l'après-guerre qui est triste, qui a froid encore, qui est encore rationnée. Les tickets de rationnement vont durer jusqu'en 1951. Et surtout, elle ne retrouve pas finalement cette verve et cette caractéristique qui était la sienne. Alors, elle va embaucher 2 jeunes stylistes, très brièvement Pierre Cardin, mais surtout Hubert de Givenchy, qui restera 3 ans, entre 51 et... donc, il restera même moins que ça, qui restera 2 ans, puisqu'il quitte en 52, au tout début 53, Schiaparelli pour fonder sa propre maison de couture. D'ailleurs, Schiaparelli va en être profondément attristé. Et la présence d'Hubert de Givenchy va donner un peu un souffle nouveau à la couture de Schiaparelli. Mais en 1953, elle tombe malade, très malade d'ailleurs. Elle subit une opération, elle est lasse, elle est fatiguée, elle a beaucoup lutté. Et elle décide en 1954 de fermer sa maison de couture. Donc, elle ferme sa maison de couture, elle sort sa dernière collection qu'elle appelle Fluid Line et sa gestion financière, je vous l'ai dit, ce n'était pas une femme d'affaires, était un peu chaotique. Donc, en mars 1954, elle ferme cette maison de couture. Elle n'a pas d'héritier. Elle vend son nom pour que les licences puissent continuer, mais elle n'a pas choisi d'héritier parce que pour elle, sa mode est complètement liée à sa personnalité et à son envie de créer. Alors, la Société des parfums Schiaparelli, en revanche, reste active. Elsa, d'ailleurs, elle l'admet elle-même, c'est principalement la vente de ses parfums qui a maintenu son entreprise toutes ces années hors de la défaite, enfin hors du désastre, de la faillite. Et après, d'ailleurs, la mort de Schiaparelli, les parfums Schiaparelli vont continuer un petit peu avant d'être aujourd'hui en sommeil. Donc, ce n'est pas une faillite en 1954, mais c'est plutôt une volonté de fermer sa maison de haute couture car elle ne souhaite pas utiliser les fonds de sa société de parfums pour permettre la survie de sa maison de couture. Et puis aussi, il y a cette usure qui est là, même si elle continue d'enchaîner certaines collaborations artistiques, notamment comme on l'a vu pour le parfum Si. Les laboratoires des parfums Schiaparelli à Bois-Colombes continuent de produire jusqu'en 1961. Et les parfums seront rachetés d'ailleurs par Bennesser Pickens et qui continueront donc après sa mort également. Elle a envie de profiter de la vie et c'est aussi pour ça que ses licences vont lui permettre de profiter de la vie. Notamment, elle a créé de nombreuses licences aux États-Unis pour des chapeaux, des collants, des bas, des chaussures, des perruques, des bijoux fantaisie.
comme je vous le disais, bien avant Pierre Cardin. Elle a compris que c'était aussi une façon assez intéressante de vendre son nom et de toucher donc des royalties. La boutique Scap continue de prospérer et de vendre ses nombreux articles de licence. Mais après 1954, elle prend sa retraite. Elle passe beaucoup de temps dans sa maison à Hammamet, en Tunisie. Elle écrit ses mémoires qu'elle publie la même année sous le titre de Shocking Life. En 1969, elle fait un premier leg de ses collections haute couture au Fashion Group of Philadelphia et notamment au Philadelphia Museum of Art. Et en 1973, à nouveau une donation à l'Union française des arts du costume. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il a pu y avoir donc des expositions Schiaparelli. Le 13 novembre 1973, Elsa Schiaparelli s'éteint dans son sommeil à l'âge de 83 ans, 2 ans après Coco Chanel, sa grande rivale, et quelques mois seulement après Picasso. Petite parenthèse aussi, quand elle ferme sa maison de couture en 1954, c'est aussi la date du grand comeback de Chanel qui s'était exilé en Suisse après 1945. Donc vous voyez toujours ces chassés-croisés entre ces deux grandes personnalités. Elle est enterrée en Picardie. Elle avait vendu donc les droits de son nom et de sa société juste avant sa mort, ce qui permet aux manufactures américaines de continuer à vendre ses créations jusqu'en 1974. Et son héritage, après un long sommeil, va être repris grâce à l'initiative du PDG du groupe Tod's, Diego Della Valle, qui rachète la marque en 2007. En 2012, la maison se réinstalle au 21 Place Vendôme. Le 20 janvier 2014, après 60 ans d'absence, un nouveau défilé de haute couture, Schiaparelli, a lieu. En avril 2009, c'est le Texan Daniel Roseberry qui devient le nouveau directeur artistique de la maison. Il ressuscite l'âme de Schiaparelli, il détourne certains des codes de la maison en rendant hommage à l'attachement d'Elsa pour le surréalisme, tout en écrivant bien sûr cette nouvelle grammaire esthétique de la maison Schiaparelli. Alors c'est vrai que quand on visite l'exposition ou quand on se plonge dans ses archives, on se dit que finalement son style, sa patte, sa griffe ont toujours été présents au travers des créations des couturiers d'aujourd'hui. On retrouve Saint-Laurent, du Saint-Laurent, le rose shocking, qui a été beaucoup utilisé par Saint-Laurent, qui d'ailleurs habillait Schiaparelli après la fermeture de sa maison jusqu'à sa mort. Donc il y avait un grand attachement entre Saint-Laurent et Schiaparelli. Mais c'est vrai que Saint-Laurent s'est beaucoup inspiré. Les tailleurs du soir, le nœud, enfin, il y a énormément de détournements, les boutons qui sont des bijoux aussi, ce que Schiaparelli appelait les rois boutons. On va retrouver également énormément d'inspiration de Schiaparelli chez Jean-Paul Gaultier. Et d'ailleurs, le film qui suit la conférence, Falbala, est le film préféré de Jean-Paul Gaultier, celui qui lui a donné sa vocation de couturier. Donc, on va retrouver aussi, comme je vous le disais, la reine du tricot, Sonia Rykiel, qui reprend cette tradition du sweater, de ce chic décontracté que Schiaparelli avait compris dès 1927. Et finalement, quand Schiaparelli, elle disait « 2 mots ont toujours été prohibés dans ma maison, le mot création, qui me paraît atteindre le summum de la prétention, et le mot impossible ». Alors, c'est vrai que de Schiaparelli, on retrouve beaucoup de choses, comme je vous disais, chez Saint-Laurent, chez Gaultier, même chez Hubert de Givenchy, qui avouait avoir beaucoup emprunté chez Schiaparelli des inspirations. Et puis même, on peut aller un peu plus loin, le rose shocking, c'est peut-être aussi un peu le rose Barbie. Le flacon du parfum shocking, inspiré par Mae West, doit vous rappeler quand même le buste du parfum de Gaultier classique, qu'il reprend également pour le mâle. Bref, la sensibilité artistique de Scap, elle a inspiré de nombreux enfants terribles de la mode parce qu'elle-même en était un. Elle possédait au plus haut degré ces 3 qualités, je vous disais, l'imagination, l'initiative, l'audace. Elle avait ça dans le sang
et elle frémissait au moindre souffle de son époque, sauf, peut-être on pourrait le dire, après la Seconde Guerre mondiale, où là, elle est un petit peu plus essoufflée. Mais malgré tout, elle garde ce côté rock, ce côté punk avant l'heure. Là, on vient de perdre, le milieu de la mode a perdu Vivienne Westwood. Pour moi, elle est aussi une héritière de Schiaparelli, dans ce côté complètement détourné, complètement punk, rock, d'envisager la mode. Et donc, malgré son âge, malgré son éducation aristocratique, Elsa Schiaparelli se reconnaissait probablement dans quelques-unes des extravagances de tous ces couturiers. Créatrice, elle l'avait pourtant été toute sa vie durant et jusqu'au bout de ses ongles, toujours manucurés. Quant à l'impossible, elle l'avait réalisé à chacune de ses collections, s'écartant du sens commun de manière fantasque et hors de la norme, du courant et du vulgaire. Mais ce qui est certain, c'est que pour Elsa Schiaparelli, le 13 novembre 1973, la lutte qui avait été la sienne, celle de vouloir être belle dans les yeux de sa mère, celle qui avait été, durant toute sa vie, un combat à travers toutes les vicissitudes de l'existence, cette lutte qui l'avait conduit à se dépasser sans jamais parvenir pourtant à s'aimer vraiment. Cette lutte, elle était enfin terminée. Je vous remercie de votre attention. Et d'ailleurs, cette photo de Man Ray également, qui est une des dernières photos de Schiaparelli, et vous voyez qu'elle est en rose shocking et noir. C'est vraiment sa patte. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre écoute pour y répondre. Merci beaucoup, Elisabeth, vraiment pour ce portrait, cette rencontre avec Schiaparelli qui nous a fascinés. Donc on a un petit peu de temps si certains veulent poser des questions. Éventuellement, si vous en avez, on peut prendre quelques minutes qui nous restent. Allez. Oui, vous l'avez évoqué, mais quand même, sinon j'aurais posé la question. Le parfum Si de Schiaparelli, comment il est possible qu'Armani reprenne le même nom? Il n'y a pas un dépôt de la dénomination? Alors, bien sûr, il y a des dépôts, mais vous savez que les dépôts ont des péremptions. Et donc, comme la licence des parfums était tombée un petit peu en désuétude, moi j'avais rencontré le dépositaire de la licence parfum qui s'en occupait plus tellement, et le dépôt n'avait pas été renouvelé. Donc, il était à nouveau dans le domaine commun. Voilà, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est oui hein, en italien, c'est ce côté très vitalité, très amour de la vie. Et là encore, alors qu'elle est beaucoup plus, enfin, elle est à 12 ans de son décès, donc elle est quand même une femme pratiquement de 70 ans. Elle a encore cette inventivité d'imaginer une partition de musique, de créer une musique qui soit associée au parfum, de créer ces correspondances entre les couleurs, les odeurs et les notes de musique. Elle est d'une incroyable créativité. Également dans le domaine des parfums, parce qu'elle s'y intéressait beaucoup, c'était pas qu'une licence. Hein. D'ailleurs, dans toutes ces licences, je vous l'ai pas dit, mais on le voit ici aussi pour les lunettes de soleil et tout, elle va vraiment mettre sa patte dans tout. Par exemple, dans les lunettes de soleil, je vous ai pas mis de photo, mais dans les années 60, elle crée des lunettes de soleil pour une licence, et les lunettes ont des cils, vous voyez. Donc, ça serait vraiment une paire de lunettes que pourrait porter Elton John. C'est ce côté complètement fantastique. On reste, mais ce surréalisme qu'elle a, cette fantaisie débridée, c'est moins dans l'air du temps. Voilà, c'est aussi pour ça qu'elle va moins rencontrer son public après la Seconde Guerre mondiale. Éventuellement une autre question? Et d'ailleurs, à propos du dépôt, c'est la même chose avec le buste, parce que le modèle n'avait pas été déposé. Bon, pour ceux qui souhaitent continuer à échanger avec Elisabeth, ça va être possible dans le hall. On va aller s'installer avec votre livre. Et n'hésitez pas aussi à découvrir le formidable Falbala à 20h30. Merci mille fois. Merci à vous.